La France est prête. Et quand je vous dis que la France est prête, c'est que la France est prête. Aucune mesure de fermeture de frontières avec nos voisins n'est prévue? Ça n'aurait pas de sens parce qu'un virus ne s'arrête pas aux frontières. Porter un masque est inutile, c'est ça que vous nous dites? Porter un masque est parfaitement inutile à l'heure à laquelle je vous parle. Le port du masque chirurgical, le masque simple anti-projection, n'est pas recommandé car son efficacité n'est pas démontrée. Pour les rassemblements humains, je pense au match qui va se jouer demain soir à Lyon, OL Juventus. En Ligue des Champions, il y a 3000 supporters qui sont attendus de la Juve. Ça, c'est un sujet d'inquiétude. Faut-il arrêter les événements collectifs? Faut-il arrêter la Fashion Week? Faut-il arrêter les matchs? Faut-il fermer les universités? La réponse est non. Il n'y a aucun argument scientifique et médical aujourd'hui qui nous conduise à arrêter des événements collectifs de cette nature. Aujourd'hui comme demain, je l'ai déjà dit, une personne asymptomatique qui se rend dans des lieux publics, qui se déplace en transport en commun, n'a pas à porter de masque. Les masques sont inutiles si vous n'êtes pas malade, si vous n'avez pas été personne contact proche de personnes malades et que le port du masque ne vous a pas été recommandé. L'usage des masques est inutile. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une pénurie de masques. Aujourd'hui, nous avons un stock d'état de masques où il reste encore plusieurs dizaines de millions de masques, et fort heureusement d'ailleurs. J'ai pris un arrêté qui interdit la vente de masques. Ce que nous montrons depuis 12 semaines, c'est que la France est prête à empêcher une seconde vague. Nous sommes très loin de la vague, évidemment, épidémique. On n'est pas dans une deuxième vague du coronavirus. Rien ne dit que nous aurons une seconde vague. Moi, je ne peux pas envisager un reconfinement général. Aujourd'hui, nous avons d'autres moyens de lutter contre la diffusion du virus et surtout, nous sommes capables de le surveiller. Profondément, je ne crois pas du tout que nous ayons besoin de reconfiner le pays. Profondément pas. Le confinement, il continue plus que jamais, il est plus que jamais nécessaire parce que l'épidémie poursuit sa route, parce qu'il y a toujours de plus de malades, parce que chaque jour nous battons le record jamais atteint de malades hospitalisés. L'hôpital public n'est pas en bonne forme. L'hôpital public n'est pas en bonne forme, mais quand nous rouvrons 4000 lits... À titre de comparaison, ce chiffre de 4000 lits correspond à peu de choses près, et même un peu moins, aux fermetures de lits qui ont eu lieu pour la seule année 2018, 4200 très exactement. Je ne crois pas qu'on puisse me reprocher de mentir. Nous posons une ligne rouge. Cependant, le pass sanitaire ne pourra jamais concerner les activités de la vie quotidienne. Le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants. En aucun cas, un pass sanitaire ne sera réclamé pour aller dans un commerce alimentaire ou dans un restaurant. Et je me permets d'insister sur ce point. Les centres commerciaux ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, établissements médico-sociaux. Aller dans un restaurant, aller dans un cinéma, aller dans un théâtre, aller faire son shopping. On n'utilisera pas le pass sanitaire pour cela, c'est sûr. Mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets. Pour les personnels soignants et non soignants, des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, des établissements pour personnes en situation de handicap, la vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. Je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. En fonction de l'évolution de la situation, nous devrons sans doute nous poser la question de la vaccination obligatoire pour tous les Français. C'est pour cela aussi que nous devrons engager, dès que les conditions sanitaires seront réunies, la réforme des retraites. Dans les 5 ans à venir, moi je ne propose pas de décaler l'âge de départ à la retraite. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je me suis engagé à ne pas le faire. C'est quand même mieux, sur un sujet aussi important, de faire ce qu'on a dit. Oui, parce que nous vivons plus longtemps, il nous faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard. J'ai toujours tenu un langage de vérité. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Que va-t-il se passer demain précisément? Eh bien effectivement, Le Monde révèle qu'Agnès Buzyn est convoquée demain matin à 9h par les magistrats de la Cour de justice de la République et elle pourrait être mise en examen pour 2 motifs. Abstention volontaire de combattre un sinistre, mais aussi, et cela marque un nouveau palier, mise en danger de la vie d'autrui. Cela signifie qu'il y aurait pu y avoir une violation délibérée d'une obligation particulière de prudence et de sécurité. Oui, mise en danger de la vie d'autrui, si c'est le cas, si c'est un des chefs de mise en examen, c'est vrai que ça ne passerait pas inaperçu. Sur quoi enquêtent les juges précisément, Justine? Eh bien d'abord sur une possible dissimulation d'Agnès Buzyn. À la fin du mois de janvier 2020, elle déclarait ceci, écoutez. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez,
est isolée. Cela peut évoluer évidemment dans les prochains jours. Or, environ 2 mois plus tard, alors qu'elle a quitté le gouvernement et après son échec au municipal à Paris, son discours n'est plus du tout le même. Quand j'ai quitté le ministère, je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous. Et elle poursuit, je pense que j'ai vu la première ce qui se passait en Chine. Le 20 décembre, un blog anglophone détaillait les pneumopathies étranges. J'ai alerté le directeur général de la santé. Le 11 janvier, j'ai envoyé un message au président sur la situation et le 30 janvier, j'ai averti Édouard Philippe que les élections ne pourraient pas se tenir. Je rongeais mon frein, on aurait dû tout arrêter. C'était une mascarade. Que savait vraiment Agnès Buzyn? A-t-elle sciemment menti dans sa déclaration du 24 janvier? Même si vous l'avez entendu, elle a ajouté que la situation pouvait évoluer. Sa mise en examen devrait donc permettre de répondre à ces questions. Est-elle la seule concernée par ces enquêtes? Non, elle ne devrait pas être la seule. En tout cas, on se souvient évidemment que des perquisitions avaient eu lieu en octobre dernier. Et selon Gérard Davet et Fabrice Lhomme, son successeur, Olivier Véran, pourrait aussi être convoqué dans les prochains jours. Et ce pourrait aussi être le cas d'Édouard Philippe, ancien Premier ministre, de Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, et de Sibeth Ndiaye, ancienne porte. D'abord, Madame Buzyn n'est pas la seule visée par la plainte que j'ai déposée auprès de la Cour de justice de la République. Monsieur Véran est également visé par cette plainte et en toute logique, normalement, il devrait suivre Madame Buzyn dans une éventuelle mise en examen si toutefois la Cour de justice, enfin la Chambre de l'instruction décidait cela, la commission d'instruction. Alors, ce que nous reprochons aux deux ministres, eh bien, c'est un dysfonctionnement du système de santé publique qui, au moment où la crise de la Covid-19 s'est enclenchée, eh bien, les mesures n'ont pas été prises pour prendre en charge les malades tels qu'ils auraient dû être pris en charge. Mais quelles mesures, par exemple ? Bien, je vais vous expliquer le cas de Monsieur Zamboni, qui est la personne dont j'assure la défense des intérêts. Monsieur Zamboni tombe malade de la Covid-19 au début de l'épidémie, dès le début du mois de mars. Il est très gravement malade. Il a plus de 41 de fièvre, il vomit, il a de la diarrhée, il est vraiment très très mal. Pendant 6 jours, sa femme va appeler le SAMU Centre 15, va même le mettre dans la voiture pour l'emmener aux urgences, où on va le refuser. Pendant 6 jours, elle appelle au secours, et on refuse de le prendre en charge. Le 6e jour, son mari lui dit, excusez-moi l'expression, je vais crever. Alors elle rappelle le SAMU Centre 15 et elle dit, voilà, mon mari me dit, je vais crever. Alors là, on est venu le chercher. Le résultat, c'est 15 jours de coma, intubation, pronostic vital engagé. Et donc nous disons que il n'est pas possible que dans un pays comme la France, on ne prenne pas en charge quelqu'un de malade lorsqu'il demande à être soigné. Depuis quand, dans un pays comme la France, on ne soigne pas les gens quand ils appellent au secours? Alors, nous avons déposé une plainte entre les mains du procureur de la République, près le tribunal judiciaire de Metz, contre le SAMU Centre 15, contre le CHR Metz-Thionville et contre la Direction générale de la santé. Mais il nous a semblé qu'il serait anormal de ne pas aussi diriger une plainte contre les ministres, car c'est de haut en bas du système de santé publique qu'il faut aller rechercher les responsabilités. Et donc, j'ai également saisi la Cour de justice de la République. Et il faut savoir que justement, on a un hôpital qui est sacrément démuni parce qu'on devrait être en capacité de créer des services spécialement pour gérer les cas Covid et on est très loin de tout cela. Et donc, plutôt que de demander des comptes aux antipasses sanitaires, on devrait demander des comptes à Olivier Véran sur où en est l'hôpital au bout d'1 an et demi d'épidémie. Tout ça, on va voir. Mais ce qui est sûr, c'est que tout ça va prendre des années. Et que, si vous voulez, je pense, on y reviendra sans doute, mais qu'on se fait beaucoup d'illusions. On a peut-être en tête un procès à l'américaine, mais à mon avis, c'est pas du tout ce qui va se passer. Si j'ai 30 secondes, je peux quand même vous dire que cette Cour de justice de la République, il faut bien savoir de quoi on parle. La Cour de justice de la République, qui va donc juger Agnès Buzyn et peut-être demain Olivier Véran et peut-être après-demain d'autres politiques, cette Cour de justice de la République est une institution qui, à l'image d'autres, comme le Conseil constitutionnel, est une institution qui est très politique. Sur les 15 membres qui composent cette Cour de justice, vous en avez 12 qui sont des politiques, des parlementaires, et seulement 3 magistrats. Donc on est sur un organe qui quand même est très politique. Alors si je dis ça, c'est aussi pour avancer derrière une démonstration, parce que quand vous regardez la liste des condamnations depuis l'institution de cette Cour de justice de la République en 1993, en réalité, on voit que sur 10 ministres qui ont été traduits, vous en avez simplement, sur les 10, vous avez 4 non-condamnations, d'accord ? Vous avez
2 condamnations non assorties de peine et 4 condamnations à des toutes petites peines et systématiquement du sursis. Donc, pour terminer sur ce sujet, je pense qu'il ne faut pas non plus en attendre énormément, déjà parce que ça va prendre plusieurs années et parce qu'encore une fois, les jurisprudences précédentes de la Cour de justice de la République nous ont bien montré que systématiquement, c'est une juridiction qui est au fond assez clémente. Voilà. En tout cas, et vous êtes l'avocat notamment d'associations de victimes qui poursuivent Olivier Véran, Édouard Philippe, Agnès Buzyn et autres responsables devant les tribunaux. En tant qu'avocat, c'est tout à fait légitime, vous allez me répondre. Mais en tant que citoyen, est-ce que vous adhérez à la pression pénale que ça met sur nos dirigeants qui gouvernent du coup avec une épée de Damoclès? Ah bah putain, heureusement qu'ils gouvernent avec une épée de Damoclès. Il va falloir en mettre quelques autres alors, parce que bordel. Est-ce que c'est viable? Puisque vous dénoncez en même temps la politique de la peur, mais ils ont eu tellement peur de prendre des mauvaises décisions dont ils auraient dû répondre devant la justice. Alors j'ai une question à vous poser. Ils ont peur de quoi? Du retour de bâton judiciaire. Ah bah putain. La Cour de justice de la République, elle a un taux de condamnation inférieur au tribunal pour enfants. C'est-à-dire, ça représente quel taux? Franchement, donnez-moi le nombre, concrètement, de peines d'emprisonnement prononcées par la Cour de justice de la République, depuis son histoire. Concrètement, on arrive à un taux de peine, de dispense de peine même, qui est supérieur à celui de la juridiction pour enfants, dont le rôle n'est pas de punir mais d'accompagner. Et donc ces types-là ont peur d'une justice qui est plus laxiste que le juge pour enfants. Bon, d'accord. Sans aller jusqu'aux condamnations, on peut citer nombre de carrières politiques qui ont été brisées ou mais ça, c'est leur problème, pas le mien. Par des histoires judiciaires, y compris celles qui se terminaient par un non-lieu ou un acquittement. Non mais attendez. Vous savez qui on cite pour ça en général? Laurent Fabius. On dit, vous vous rendez compte, ça a brisé sa carrière politique, le sang contaminé. Enfin, il est président du Conseil constitutionnel. Le mec, il est président du Conseil constitutionnel, quand même. Moi, ça a brisé sa carrière présidentielle, son destin présidentiel. Moi, mes clients, médecins, réanimateurs, pour certains d'entre eux, lorsqu'ils sont poursuivis pénalement, c'est autre chose, quand même, hein. Une anecdote rapide. Gamine de 16 ans, compliqué, diagnostic compliqué, très compliqué après un accident de la route. Mon client fait le diagnostic, il le fait tardivement, mais c'est le seul à le faire. Chirurgien, il y a un gros problème, machin, la fille meurt. J'entends l'avocat général à l'audience dire « Oui, Madame le Président, il en a sauvé d'autres, mais celle-ci, il ne l'a pas sauvée. Et c'est pour celle-ci qu'il est jugé. » Lui, on se pose la question de savoir, derrière, comment il va retourner. Il s'est pris 6 mois d'emprisonnement avec sursis, plus une interdiction d'exercer la médecine pendant 1 an, alors que concrètement, les experts unanimes à la barre sont venus, et non des moindres, dire que de toute façon, elle était morte en arrivant à l'hôpital, et qu'il pouvait le faire le diagnostic à J1, à J3, elle serait morte. Lui, vous pensez qu'effectivement quelqu'un s'est soucié de sa carrière? Personne s'en est soucié. Pourquoi est-ce qu'effectivement ce serait valable pour un homme politique? La question qu'on peut raisonnablement se poser, c'est est-ce que oui ou non, le droit aujourd'hui soumet les hommes politiques au droit commun? J'ai envie de dire, la réponse est oui. Alors où est le problème? Ils ont qu'à faire voter, ils ont essayé d'ailleurs, une suppression, parce que tout le monde a oublié que la suppression que tout le monde félicitait de la Cour de justice de la République était accompagnée d'une autre mesure, qui était celle de ne punir les ministres que pour les délits d'action, et pas pour les délits d'abstention. Ce qui fait que si la réforme était passée, on n'aurait pas pu ici. Mais dites-moi, quand la commission d'instruction commence à enquêter, donc la question qui peut raisonnablement se poser, c'est est-ce que cette, disons-le différemment, est-ce que cette question est posée au président de la commission d'instruction? Donc qu'est-ce qu'on aurait voulu? Que le président de la commission d'instruction dise non, je vais pas me saisir parce que vous comprenez, le temps politique est pas favorable. Mais alors c'est quand le temps politique favorable? Le droit connaît un seul temps. Avec un état d'urgence indéfini, c'est vrai que c'est pratique du coup. Et alors quand Raoult il est poursuivi, c'est le bon temps? Le mec effectivement il sauve pas des vies lui? Lui c'est pas lui, non, lui ça compte pas. Je veux dire, c'est intéressant comme débat. Quand les mecs qu'on poursuivi, qu'on prescrit de la chloroquine ou que sais-je, sont poursuivis, ça compte pas pour le coup. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, j'aurais un régime d'exception pour les hommes politiques? Et si on le veut, on n'a qu'à le voter pour qu'on n'assume pas. Mais d'un côté, on réclame plus de transparence. On a cette république exemplaire qui finalement se transforme en république bananière. Et il est là le problème. C'est qu'au nom de l'exemplarité, finalement, on se transforme en république bananière et à chaque fois qu'on met en œuvre le droit, bien on dit non mais vous comprenez, vous savez,
Vous avez déstabilisé l'action publique. Maintenant, ça va être de notre faute, tiens. Les mecs font n'importe quoi depuis un an, ça va être de notre faute. Parce que quand ils sont pas commandés les masques, au départ, c'était de notre faute. Bien, c'est intéressant comme débat. Quand au départ, ils ont rien foutu, alors que l'Italie flambait, qu'on a regardé ailleurs et que Macron appelait à aller au théâtre, ils ont attendu d'être poursuivis pénalement pour raconter autant de conneries. Donc si vous voulez, moi ce que je retiens de cette histoire, c'est que la connerie finalement, ils attendent pas d'être poursuivis pour la faire. Et peut-être que le fait d'être poursuivis les empêche un peu d'en faire. Et peut-être que le père Macron, pour le coup, dans cette histoire, le président de la République, s'est peut-être dit que le confinement, là, s'il continuait comme ça, et que des gens commençaient à mourir du confinement, il allait peut-être justement avoir une difficulté avec son gouvernement. Ou pénale, ou politique. Et que donc la responsabilité, elle est au cœur de la décision. On est tous responsables. Vous êtes, regardez, vous dites un truc qui plaît pas, vous êtes censuré. Je dis un truc que je plais pas, je peux être poursuivi. Et donc les seuls qui seraient à l'abri de ces poursuites, c'est les gouvernants. Et changeons la Constitution, faisons-nous annexer par la Chine et tout sera bon. Hein. Ça me fait penser à Figaro, quand effectivement Vincent Trémolet-de-Villers, sur un plateau, s'indignait. C'était à cette séquence que je pensais. Ouais, s'indignait de ce qu'on perquisitionne un ministre le jour où il allait faire une déclaration. Mais bordel, il fait que ça, des déclarations. C'est justement tout le problème d'ailleurs. Mais il ne fait que ça et c'est tout le problème. Et donc concrètement, il a fallu que les magistrats appellent le ministre en disant « Excusez-moi, monsieur le ministre, est-ce que je peux venir perquisitionner le 18 ?» C'est-à-dire dans 1 mois et demi, réunissant police et gendarmerie. Oui, bien sûr, monsieur le président, sous réserve que je n'ai pas de discours et que je n'ai pas la kermesse de ma fille. Ouais. On a bien compris votre point de vue sur cette question.